Je suis Carole Mitchell. J'avais 68 ans lorsque j'ai disparu de ma propre vie pendant 3 semaines et que j'ai donné à mon fils une leçon qu'il n'a jamais oubliée. Les gens pensent que la vengeance est toujours bruyante. Ils pensent qu'elle vient avec des cris, des assiettes cassées, des voitures de police et des mollets. La mienne ne l'était pas. La mienne était silencieuse. La mienne portait des chaussures douces, signait des papiers d'une main calme et souriait aux déménageurs pendant que mon cœur se brisait en deux. Le jour où je suis parti, personne dans ma famille ne savait ce que j'avais fait. Ni mon fils, ni sa femme, ni même ma sœur Hélène. J'avais passé la majeure partie de ma vie à être la femme qui maintenait la paix à tout prix. Je me disais que le silence était une gentillesse. Je me disais que la patience me rendait forte, mais le silence peut aussi rendre les gens cruels audacieux. Il peut leur apprendre qu'ils peuvent continuer à prendre et à prendre pendant que vous continuez à donner. Je ne l'ai pas compris avant qu'un appel téléphonique insouciant ne change tout. 3 semaines plus tôt, ma maison était encore pleine de meubles, de photos encadrées et des petits bruits de ma vieille vie. Je vivais dans une charmante maison à 2 étages à Cedar Grove, une ville américaine tranquille où les gens saluaient depuis leur porche et taillaient leur haie le samedi matin. Mon défunt mari, Frank, et moi avions acheté cette maison 32 ans plus tôt, quand Daniel n'avait que 10 ans. Nous l'y avons élevé. Nous avons mesuré sa taille sur le mur de la buanderie. Nous avons célébré des anniversaires dans la salle à manger. Nous avons pleuré dans cette cuisine le jour où Frank a été diagnostiqué et à nouveau le jour où nous l'avons enterré. Après la mort de Frank, la maison me semblait trop grande, mais elle me semblait aussi sacrée. Elle contenait la forme de toute ma vie. Daniel, mon unique enfant, avait 42 ans. Il travaillait dans la finance et aimait parler de plans, de chiffres, d'investissements et d'opportunités. Mélissa se souciait de l'apparence, du statut et de ce que les gens penseraient. Elle n'était pas impolie en public. Elle était beaucoup trop polie pour cela. Elle savait sourire en disant quelque chose de tranchant. Elle savait appeler l'égoïsme « pratique ». Elle savait faire passer la cupidité pour de l'inquiétude. Au début, après le décès de Frank, ils ont agi avec sollicitude. Daniel venait avec des courses. Mélissa apportait de la soupe d'un joli petit endroit du centre-ville et disait que je ne devrais pas être trop seule. Ils ont commencé à passer tous les week-ends, puis 2 ou 3 fois par semaine. Tout le monde autour de moi disait à quel point j'étais chanceuse. Ton fils est dévoué, disait-il. Ta belle-fille est attentionnée, disait-il. Je voulais le croire. Puis de petites choses ont commencé à me piquer. Mélissa se tenait dans ma cuisine, regardait autour d'elle et disait « Cette maison est trop grande pour une seule personne ». Daniel s'asseyait à ma table et disait « Les impôts fonciers ne font qu'empirer ». Ils ont tous les deux commencé à parler de l'avenir d'une manière qui me faisait me sentir mal à l'aise. Ils disaient que je devrais anticiper. Ils disaient que j'avais besoin d'aide pour gérer les choses. Daniel a proposé de gérer mes factures. Mélissa a proposé de m'aider à désencombrer. Elle a appelé ça « un nouveau départ ». Mais quand elle touchait la vieille boîte à montre de Frank ou les albums photos ou la courte pointe faite à la main que ma mère m'avait donnée, ses yeux n'étaient pas doux. Ils étaient affamés. Un dimanche après-midi, Daniel était assis en face de moi, son ordinateur portable ouvert. « Maman », a-t-il dit de cette voix lente que les gens utilisent quand ils pensent être doux. « As-tu pensé à mettre la maison dans un trust ?» J'ai remué mon thé et j'ai demandé pourquoi. « Pour la protection », a-t-il dit. Mélissa a hoché la tête rapidement. « Pour la simplicité. » J'ai regardé d'un visage à l'autre. « Protection pour qui ?» Daniel a ri un peu trop vite. « Pour toi, bien sûr. » Mais un sentiment étrange s'est installé en moi. J'étais peut-être plus âgé, mais je n'étais pas sotte. J'avais passé des années à aider Frank à gérer notre budget familial. Je savais à quoi ressemblait une personne quand elle expliquait quelque chose, et je savais à quoi ressemblait une personne quand elle m'amenait à prendre une décision qu'elle avait déjà prise. J'ai dit à Daniel que j'y penserais. Il n'a pas aimé cette réponse. Après cela, les visites ont changé. La douceur est restée en surface, mais la pression a grandi en dessous. Mélissa a commencé à m'envoyer des annonces de résidences pour personnes âgées avec de jolis jardins et de vieux couples souriants. Daniel a commencé à parler de la difficulté que les escaliers pourraient devenir en vieillissant. Il a dit qu'un endroit plus petit libérerait de l'argent. Il a dit que cela faciliterait la vie de tout le monde. Pour tout le monde.
Cette phrase est restée gravée en moi. Puis ils m'ont parlé de leur voyage en Europe. C'était censé être une célébration de leur 15e anniversaire de mariage, 10 jours en Italie et en France. Mélissa m'a montré les hôtels sur son téléphone, les vues sur l'océan, les restaurants sur les toits, les billets de train. Daniel a souri et a dit qu'ils avaient travaillé dur et mérité quelque chose de spécial. Cette partie était vraie. Les gens méritent la joie. Je ne leur enviais pas un voyage. Ce qui m'a dérangé, c'est ce qui est venu ensuite. Maman, a dit Daniel, peut-être que pendant notre absence, tu pourrais réfléchir sérieusement aux prochaines étapes. Quand nous reviendrons, nous devrions nous asseoir et prendre de vraies décisions. Mélissa m'a touché le bras et a dit de sa voix la plus douce, tu as besoin de gens qui peuvent gérer les choses avant que la vie ne devienne compliquée. La vie devient compliquée. J'ai souri parce que c'est ce que je m'étais entraîné à faire. J'ai souri pendant que quelque chose en moi se glaçait. La veille de leur vol, Daniel a appelé pendant que je pliais le linge. J'ai manqué l'appel parce que j'étais à l'étage. Quelques minutes plus tard, j'ai remarqué qu'il avait laissé un message vocal. J'ai appuyé sur lecture, m'attendant à entendre quelque chose d'ordinaire. Peut-être un rappel pour arroser les fleurs sur son porche. Peut-être une note de voyage de dernière minute. Au début, tout ce que j'ai entendu, c'était le bruit de mouvement et une portière de voiture qui se fermait. Puis Mélissa a ri. Pas son rire poli, son vrai rire, celui avec des arêtes vives. Puis la voix de Daniel est clairement passée. Je sais, a-t-il dit. Je sais, mais une fois que nous serons de retour, je pousserai plus fort. Elle n'aura plus besoin de toute cette maison beaucoup plus longtemps de toute façon. Mélissa a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre entièrement. Puis Daniel a répondu, plus bas cette fois, mais toujours assez clair. C'est un fardeau, Mel. Elle ne le voit pas, mais elle l'est. Nous avons mis nos vies en suspens assez longtemps. Mes genoux ont failli céder. Je me suis assise sur le bord de mon lit si vite que le linge a glissé de mes bras. Une serviette blanche a atterri à mes pieds. Je me souviens l'avoir fixée comme si mon esprit était parti ailleurs. Fardeau. Mon propre fils m'avait appelé un fardeau. Pas par colère, pas lors d'une dispute. Calmement, désinvolture, comme s'il énonçait un fait. Puis Mélissa a dit la partie qui brûlait comme de l'acide. Quand la maison sera enfin gérée, tout deviendra plus facile. Daniel a répondu, exactement. Le message s'est terminé là. Pendant longtemps, je n'ai pas bougé. La pièce autour de moi semblait étrange, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai regardé la photo encadrée de Daniel à 8 ans, tenant une canne à pêche à côté de son père, tous deux souriants. Je me suis souvenu de sa première fracture du bras, de son premier jour à l'université, de la nuit où il a pleuré après son premier chagrin d'amour, des matins où je préparais les déjeuners. Des années où j'ai fait des heures supplémentaires à la bibliothèque pour l'aider à traverser l'école après que Franck ait perdu un emploi et en ait pris un autre pour moins d'argent. Je me suis souvenu de chaque sacrifice si clairement que ma poitrine me faisait mal. Et maintenant, j'avais entendu la vérité de sa propre voix. Je n'étais pas sa mère dans ce message. J'étais un problème se dressant entre lui et ma maison. J'aimerais pouvoir dire que je suis devenue courageuse à cet instant. Je ne l'ai pas été. D'abord j'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à ce que mon visage soit mouillé et chaud et que ma gorge me fasse mal. J'ai pleuré de chagrin, pas de colère. La colère est venue plus tard. Le chagrin est venu en premier. Parce que quand un étranger vous blesse, ça pique. Quand votre propre enfant parle de vous comme d'une vieille chaise qui gêne, quelque chose de plus profond se brise. Ce soir-là, j'ai failli l'appeler. J'ai failli crier. J'ai failli dire que j'avais entendu chaque mot. Mais une autre voix en moi a dit, « Attends ». Alors j'ai attendu. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché dans ma maison dans l'obscurité, touchant la rampe, la table de la salle à manger, les rideaux choisis par Franck, le vieux piano que personne ne jouait plus. Je me suis tenu dans la chambre d'enfant de Daniel et j'ai regardé le clair de lune sur le sol. Je n'arrêtais pas d'entendre le mot « fardeau ». Au matin, mes larmes avaient disparu. Quelque chose de plus dur avait pris leur place. J'ai fait du café. Je me suis assise à ma table de cuisine. J'ai écouté le message vocal 3 fois de plus, non pas parce que je voulais me faire du mal, mais parce que j'avais besoin de savoir que j'avais bien entendu.
J'avais. Chaque petit mot cruel était réel. Puis j'ai ouvert le tiroir où Franck gardait nos papiers importants, l'acte de propriété, les relevés bancaires, les documents d'assurance, les numéros de compte, tout. Mes mains étaient stables. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je n'ai pas demandé ce qui maintiendrait la paix. J'ai demandé ce qui était juste. À 10 heures ce matin-là, j'ai appelé une femme nommée Janet Ruiz, la même agente immobilière qui avait aidé mon ami Ruth à vendre sa maison de ville l'année précédente. Janet est arrivée à midi dans un blazer bleu marine avec un dossier en cuir et des yeux bienveillants. Elle pensait qu'elle venait me donner des informations générales. Elle est repartie 2 heures plus tard sachant qu'elle s'occupait d'une vente privée qui devait se faire rapidement. « Vous êtes sûr ?» a-t-elle demandé doucement, debout dans mon salon. J'ai regardé la maison un long moment et j'ai dit oui. Il y avait de la tristesse dans ce oui, mais il y avait aussi de la force. Après le départ de Janet, j'ai passé un deuxième appel à ma banque, puis un troisième à un avocat dont le bureau avait géré le testament de Franck. Puis j'ai appelé une entreprise de déménagement et j'ai posé une question étrange. À quelle vitesse pouvez-vous vider une maison complète si le temps compte vraiment? L'homme au téléphone a un peu ri et a dit, plus vite que vous ne le pensez. Ce soir-là, Daniel a appelé de l'aéroport. Sa voix était joyeuse. Je voulais juste dire, nous embarquons. Maman, je t'aime. Pendant une seconde, une partie faible de moi a voulu dire, j'ai entendu votre message vocal. Expliquez-vous. Dites-moi qu'il y a un terrible malentendu. Au lieu de cela, j'ai dit autre chose. Bon voyage, mon chéri. J'ai raccroché et j'ai regardé ma maison. Le jeu avait déjà commencé, et moins de 48 heures plus tard, tandis que mon fils et sa femme mangeaient des pâtes sous des lumières étrangères et trinquaient avec du vin coûteux. J'ai trouvé quelque chose de caché dans la vieille boîte de dossier de Daniel dans mon bureau qui a rendu cette trahison bien plus grande que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas seulement une question de cupidité. Ce n'était pas seulement une question de ma maison. Et quand j'ai lu le papier de mes propres yeux, j'ai réalisé que mon fils avait planifié quelque chose de bien pire que de me pousser à déménager. Il avait déjà commencé. Le papier dans ma main tremblait si fort qu'il produisait un léger cliquetis. Je me tenais seul dans mon bureau, fixant une série de mes imprimés et un projet d'accord signé qui n'aurait jamais dû exister. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans mon cou. Pendant une étrange seconde, j'ai pensé que j'étais peut-être trop fatigué. Peut-être que le chagrin m'avait fait lire quelque chose qui n'était pas là. Mais non, les mots étaient clairs. Daniel avait rencontré un consultant immobilier 6 semaines plus tôt. Il avait posé des questions sur les options de transfert rapide, les étapes de la procuration temporaire et comment déménager un parent âgé de son domicile pour sa propre sécurité, s'il y avait des inquiétudes concernant la confusion ou le déclin. Confusion ou déclin. Je me suis assise lourdement sur la vieille chaise de bureau de Franck et j'ai relu chaque ligne. Un email venait de Daniel. Il y écrivait que sa mère avait du mal à gérer seule une grande maison et pourrait bientôt avoir besoin d'une vie structurée. Il demandait à quelle vitesse une transition pourrait se faire si la propriété devait être préparée pour la vente. Un autre email mentionnait qu'une fois le contrôle légal en place, la famille pourrait agir dans son meilleur intérêt avant que les conditions ne s'aggravent. Il y avait aussi une note manuscrite soignée de Mélissa sur un post-it jaune agrafé au papier. Pousser l'angle de la sécurité. Mentionner les escaliers. Mentionner l'oubli. Faire en sorte que cela semble urgent. Pendant longtemps, je n'ai pas pu respirer correctement. Je n'étais pas malade. Je n'étais pas confuse. Je me conduisais toujours à l'église, à la banque, à l'épicerie et au déjeuner avec des amis. Je payais mes propres factures. Je me souvenais de tous les anniversaires de la famille. Pourtant, mon fils et sa femme construisaient tranquillement une histoire autour de moi, une fausse histoire, une histoire qui pouvait me transformer d'une personne en un problème à gérer. J'ai eu peur alors, vraiment peur, non pas parce qu'ils m'avaient blessé les sentiments, mais parce que je comprenais jusqu'où ils étaient prêts à aller. Ma maison n'était pas la seule chose qu'ils voulaient. Ils voulaient le contrôle. Le lendemain matin, je me suis rendu chez l'avocat avec la boîte de dossiers à côté de moi sur le siège passager. L'avocat était un homme prudent nommé Arthur Bell. Il connaissait Franck et moi depuis des années. Quand j'ai posé les papiers sur son bureau, son visage a lentement changé à mesure qu'il lisait. Il ne m'a pas interrompu pendant que j'expliquais le message vocal, la pression, la discussion sur la fiducie, le voyage en Europe et la façon dont Daniel avait commencé à monter un faux dossier contre moi.
Quand j'ai eu fini, Arthur a retiré ses lunettes et a croisé les mains. « Carole » a-t-il dit doucement. « C'est grave. » Je lui ai posé la seule question qui comptait. Aurait-il pu le faire? Il était honnête. Si vous aviez signé la mauvaise chose en lui faisant confiance, ou si quelqu'un avait cru à l'histoire qu'il construisait, ils auraient pu vous rendre la vie très difficile très rapidement. Pas pour toujours, mais suffisamment pour vous mettre en position de faiblesse. Cette réponse m'a glacé le sang. Arthur s'est penché plus près. Mais vous êtes venu avant que cela n'arrive. Cela compte. Nous pouvons vous protéger. Nous pouvons tout écrire. Nous pouvons rendre vos décisions très claires et très légales. J'ai hoché la tête, bien que ma gorge se soit serrée. Alors nous allons clarifier, ai-je dit. Tout. Et c'est ce que nous avons fait. Ce jour-là, j'ai mis à jour mes dossiers, transféré mes comptes personnels, modifié l'accès à tout ce que Daniel m'avait aidé à mettre en place, et créé de nouvelles instructions légales en langage clair stipulant que j'étais saine d'esprit et agissais de mon propre chef. Arthur m'a également conseillé de conserver des copies du message vocal et des papiers à plusieurs endroits. Il a dit que si Daniel tentait quoi que ce soit après les faits, un dossier serait important. Je ne me sentais pas comme une mère ce jour-là. Je me sentais comme un témoin se préparant pour un procès. Pourtant, même avec tout cela, la douleur la plus profonde en moi ne venait pas de la peur. Elle venait du souvenir. Sur le chemin du retour, je me suis souvenu de Daniel à 15 ans, assis sur notre porche après avoir perdu un match de baseball, si sûr d'avoir échoué dans la vie. Je me suis souvenu comment je me suis assise à côté de lui et lui ai dit, une mauvaise journée ne définit pas un bon cœur. Je me suis souvenu de la fois où il avait 23 ans et m'avait appelé d'un petit appartement parce qu'il n'avait pas d'argent et pas de chauffage après un mauvais investissement avec un ami. Franck et moi l'avons aidé. Plus tard, quand il a voulu recommencer dans une meilleure ville, nous l'avons aidé à nouveau. Nous n'avons pas donné parce qu'il avait mérité la perfection. Nous avons donné parce qu'il était notre fils. Maintenant, je me suis demandé si chaque acte d'amour lui avait lentement appris quelque chose de laid, non pas la gratitude, mais l'attente. À la fin de cette semaine, ma maison était en cours de vente privée. Janet a travaillé vite mais prudemment. Elle savait qu'il ne fallait pas mettre de panneaux. Je ne voulais pas de voisins curieux qui appellent Daniel. L'acheteur était un couple de retraités d'une autre ville qui avaient vendu leur ferme et voulaient être près de leurs petits-enfants. Ils ont adoré la maison. La femme a pleuré dans ma véranda parce que cela lui rappelait la maison de sa mère. Curieusement, cela m'a aidé. Cela a rendu la vente moins comme un vol de ma propre vie et plus comme une passation à des gens qui aimeraient la maison comme nous l'avions fait. J'ai accepté une offre inférieure à ce que j'aurais pu obtenir sur le marché libre, mais rapide et nette. Arthur a approuvé les termes. La clôture a été fixée pour le lendemain du retour de Daniel et Mélissa d'Europe. Ce timing n'était pas un accident. S'ils avaient été à la maison, ils auraient interféré. Ils auraient plaidé, poussé, peut-être même intimidé. Loin sur un autre continent. Ils ne pouvaient rien faire de tout cela. Je n'ai dit à personne, sauf à Arthur, Janet et le directeur de banque qui m'a aidé à ouvrir le nouveau compte où irait l'argent de la vente. Même ma sœur Hélène savait seulement que je faisais des changements et que j'avais besoin d'intimité. Hélène parlait trop quand elle était nerveuse, et je ne pouvais pas risquer que la vérité se répande. Puis vint la partie la plus difficile, faire ses valises. Les déménageurs sont arrivés à 7 heures du matin, 2 jours après le vol de Daniel. 4 hommes polis en bottes de travail ont franchi ma porte d'entrée, portant des couvertures, du ruban adhésif et des diables. L'un d'eux m'a demandé ce qui devait aller au stockage et ce qui devait aller avec moi. Les mots ont rendu ce que je faisais soudain réel. J'avais loué un petit cottage meublé en dehors de la ville dans le cadre d'un accord à court terme. Il était situé près d'un lac tranquille à environ 40 minutes de là. La propriétaire était une vieille amie de Ruth, la même amie qui avait recommandé Janet. Le cottage était simple, propre et privé, juste assez pour que je disparaisse un temps sans être vraiment perdu. Tandis que les déménageurs emballaient la vaisselle et sortaient les meubles, je passais de pièce en pièce, prenant des décisions que je n'aurais jamais cru prendre. Garder, stocker, donner, laisser avec la maison. J'ai tenu le manteau de laine de Franck contre ma poitrine si longtemps qu'un des déménageurs a poliment détourné le regard. Je me suis assise sur le bord de mon lit avant qu'il ne le sorte et j'ai pleuré dans mes mains.
J'ai trouvé l'une des rédactions scolaires de Daniel au fond d'un tiroir et j'ai dû m'appuyer contre le mur jusqu'à ce que les tremblements cessent. Mais j'ai continué parce que la douleur n'est pas toujours un signe d'arrêt. Parfois, c'est le prix à payer pour enfin faire ce qui aurait dû être fait il y a longtemps. Le deuxième jour, les pièces résonnaient, les photos de famille étaient emballées. Les rideaux étaient baissés. Les placards de la cuisine semblaient vides et étranges. La maison qui avait abrité toute ma vie d'adulte ressemblait maintenant à une coquille vide. Je me suis tenu dans le salon vide et j'ai murmuré au revoir à Franck. Non pas parce que je croyais qu'il était dans les murs, mais parce que c'était l'endroit où nous avions tout construit. Puis vint la partie que j'avais planifiée le plus soigneusement. La note. Au début, je voulais écrire quelque chose de féroce, d'assez tranchant pour couper. Je voulais que Daniel ressente la blessure qu'il m'avait infligée. Mais la colère brûle fort et devient ensuite folle. Je ne voulais pas de la folie. Je voulais la vérité. Alors je me suis assise à la vieille table de cuisine une dernière fois et j'ai écrit de lettres lentes et régulières. Daniel, j'ai entendu le message vocal. J'ai entendu ce que tu as dit de moi. J'ai trouvé les papiers. Je sais ce que toi et Mélissa planifiez. Je n'ai jamais été un fardeau. J'étais ta mère. Cette maison est vendue. Mon argent est en sécurité. Tu ne me contrôleras plus, ne me retireras plus, ne parleras plus pour moi. Ne cherche pas la pitié là où tu n'en as donné aucune. N'appelle pas l'amour un fardeau. Ne confonds pas le silence avec la faiblesse. Quand tu seras prêt à dire la vérité, peut-être qu'un jour nous parlerons. Maman. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai plié et l'ai placé dans une enveloppe simple sur le comptoir vide de la cuisine où il ne pouvait pas le manquer. La veille de leur retour, je me suis rendu au parking longue durée de l'aéroport et j'ai laissé la voiture de rechange que j'avais promis à Daniel qu'il pourrait emprunter après le voyage. Ce n'était plus un cadeau. J'ai laissé les clés dans une enveloppe scellée à la réception d'un petit hôtel près de l'aéroport avec des instructions pour qu'il les récupère seulement après avoir appelé le gérant et donné son nom complet. J'ai fait cela pour une seule raison. Je ne voulais pas qu'il soit bloqué en danger. Je voulais qu'il soit choqué, pas blessé. Cette nuit-là au cottage, j'ai enfin dormi 6 heures complètes. Quand je me suis réveillé, le soleil se levait sur le lac en fine ligne dorée. Pendant quelques minutes paisibles, j'ai presque tout oublié. Puis je me suis souvenu. Le vol de retour a atterri à 11h20 ce matin-là. À midi, Daniel et Mélissa rentreraient chez eux pleins d'histoires, de cadeaux et de sourires faciles. À 13h, leur monde se briserait. Je ne suis pas retourné en ville. Je ne pouvais pas me faire confiance pour me tenir prêt et regarder. Au lieu de cela, j'ai attendu au cottage, mon téléphone sur la table. Il a sonné à 12h47. Daniel. J'ai fixé son nom sur l'écran jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis il a sonné encore et encore. Au 6e appel, Mélissa essayait aussi. Je les ai laissés sonner. À 13h15, un SMS est arrivé de Daniel. Maman, où es-tu? Un autre. Pourquoi la maison est-elle vide? Un autre. Qu'est-ce que cette note? Puis un autre, plus long. Appelle-moi tout de suite. Ce n'est pas drôle. J'ai regardé les mots et j'ai ressenti quelque chose de surprenant. Pas de joie, pas exactement. C'était plutôt du soulagement. Pour une fois, la confusion lui appartenait. Pourtant mes mains tremblaient. C'était mon fils. Je n'avais pas cessé de l'aimer juste parce qu'il m'avait trahi. C'est la terrible chose avec la famille. L'amour ne s'éteint pas juste parce que la confiance meurt. À 13h32, le téléphone du cottage a sonné. Seules 3 personnes avaient ce numéro. Arthur, Hélène et Janet. C'était Janet. Carole, a-t-elle dit, sa voix tendue. Vous allez bien? Oui. Pourquoi? Il y a eu une pause. Parce que votre fils n'est plus à la maison. Il est venu à mon bureau. Un poids froid m'est tombé dans l'estomac. Qu'a-t-il fait? Il a exigé de savoir qui avait acheté la propriété. Il a exigé de voir le dossier. Il était en colère. Très en colère. J'ai fait en sorte que la sécurité le raccompagne. J'ai fermé les yeux. Vous a-t-il menacé? Pas directement, a-t-elle dit,
mais il n'arrêtait pas de dire que vous ne pensiez pas clairement et que la vente ne pouvait absolument pas être valide. Il a dit que vous aviez été stressé. Il a dit que sa famille contesterait cela si nécessaire. Mes doigts se sont serrés autour du téléphone. Exactement ce qu'il avait prévu depuis le début. J'ai appelé Arthur juste après son départ, a continué Janet. Il a dit de vous dire de ne rien répondre sans lui. Il s'attend à ce que Daniel tente plus que des appels téléphoniques. Elle avait raison. À 14h10, Hélène a appelé, essoufflée et presque en larmes. Carole, qu'est-ce qui se passe? Daniel est de nouveau passé chez moi, seul cette fois. Il avait l'air fou. Mélissa pleurait. Elle n'arrêtait pas de dire que tu les avais embarrassés et que tu avais tout ruiné. Tout ruiné. Cela m'en a dit plus qu'elle ne voulait en révéler. Pas ruiner votre maison, pas blesser vos sentiments, pas effrayer la famille, mais ruiner tout, leur plan, leur accès, leur avenir. Je n'ai dit à Hélène que ceci. Ne leur dis pas où je suis. Je suis en sécurité. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Elle en voulait plus, mais j'ai mis fin à l'appel. En fin d'après-midi, j'ai préparé du thé dans la cuisine du cottage et me suis assise près de la fenêtre donnant sur l'eau. J'ai essayé de me calmer en nommant des choses simples. La tasse était bleue. Le lac était calme. Un oiseau se tenait sur la balustrade du quai. Le monde n'avait pas pris fin. Puis mon téléphone a vibré avec un message qui a fait disparaître toute chaleur de mon corps. C'était une photo. Daniel se tenait devant un entrepôt de l'autre côté de la ville, l'endroit même où la plupart de mes meubles et cartons avaient été emmenés. Il l'avait trouvé d'une manière ou d'une autre. Peut-être en suivant les déménageurs, peut-être en devinant, peut-être en appelant et en intimidant quelqu'un jusqu'à ce qu'il lâche le morceau. Le message suivant est arrivé juste après la photo. Tu peux me fuir, mais tu ne peux pas cacher ce qui est à moi. À moi. J'ai fixé ce mot jusqu'à ce qu'il devienne flou. Puis, avant que je ne puisse reprendre mon souffle, un dernier message est apparu. Je sais où sont tes cartons importants maintenant. Et pour la première fois depuis mon départ, j'ai réalisé que ce n'était plus seulement une blessure familiale. C'était un combat. Je n'ai pas répondu au message de Daniel. J'en ai fait une capture d'écran, l'ai envoyé à Arthur, puis j'ai posé mon téléphone face contre table parce que mes mains tremblaient trop pour le tenir fermement. À l'extérieur de la fenêtre du cottage, le lac semblait toujours calme. Mais à l'intérieur de moi, plus rien n'était calme. La menace dans ce message était claire. Daniel n'était pas seulement en colère que j'ai vendu la maison. Il était en colère parce qu'il pensait que je lui avais pris quelque chose qu'il considérait déjà comme sien. Cela a fait plus mal que je ne veux l'admettre. Une mère espère que même lorsqu'un enfant devient égoïste ou fier, il lui reste encore un petit coin de douceur. Mais les mots de Daniel ne semblaient pas blessés. Il semblait possessif, froid, tranchant, comme un homme cherchant une propriété, pas un fils cherchant sa mère. Arthur m'a appelé dans les 5 minutes. Carole, écoutez attentivement. Il a dit, n'allez nulle part seul ce soir. N'ouvrez la porte à personne que vous n'attendez pas, et envoyez-moi l'adresse du cottage tout de suite. Je l'ai fait. Il m'a demandé à nouveau exactement ce que Daniel avait écrit, puis m'a dit qu'il préparait des avis formels pour clarifier que la vente, le transfert et les changements de compte étaient tous légaux, valides et documentés. Il m'a également dit qu'il contactait la société de stockage pour les avertir de ne rien remettre à personne d'autre que moi. Daniel peut-il vraiment accéder à mes affaires, ai-je demandé. Pas légalement, a dit Arthur. Mais les gens en colère font des choses folles. Nous n'allons pas le sous-estimer. Cette phrase est restée gravée en moi après la fin de l'appel. Nous n'allons pas le sous-estimer. C'est peut-être ma plus grande erreur depuis le début. J'avais sous-estimé à quel point la cupidité change une personne. J'avais regardé Daniel et continué à voir le garçon qu'il était, pas l'homme qu'il était devenu. Ce soir-là, Hélène est venue au cottage avec un plat de gratin. Elle était trop bouleversée pour s'en souvenir dans sa voiture. C'était ma sœur cadette de 4 ans, pleine d'énergie nerveuse, de larmes faciles et d'un bon cœur. Au moment où elle a vu mon visage, elle a commencé à pleurer. « Carole, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Je l'ai laissé me tenir les mains à la petite table de cuisine. Et pour la première fois depuis le début, j'ai raconté toute la vérité à un autre membre de ma famille. Le message vocal, les emails, le post-it, la pression pour déménager,
la fausse histoire de confusion et de déclin, la vente, la menace. Hélène a écouté, les deux mains sur sa bouche. Quand j'ai eu fini, elle a murmuré, je savais que Mélissa était dure, mais je n'ai jamais pensé que Daniel irait aussi loin. Moi non plus, ai-je dit. C'était la partie la plus triste. Même après avoir entendu le message vocal, une partie de moi avait encore espéré que les papiers montreraient de la panique ou de mauvais conseils ou quelque chose de moins laid que de l'intention. Mais plus je regardais tout ensemble, plus la vérité devenait claire. Ce n'était pas une conversation cruelle. C'était un plan. Hélène est restée la nuit sur mon canapé parce qu'Arthur avait insisté pour que je ne sois pas seul. Nous avons à peine dormi. Vers minuit, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Cette fois, ce n'était pas Daniel. C'était Mélissa. Son message était long et soigné. La façon dont les gens polis écrivent quand ils veulent paraître raisonnables tout en cachant quelque chose de difficile en dessous. Carole, je sais que les émotions sont fortes en ce moment. Daniel est très contrarié et se sent pris au dépourvu. Nous savons tous que vous avez subi beaucoup de pression depuis le décès de Franck. Personne ne voulait vous forcer. Nous essayons seulement de vous aider à faire des choix judicieux avant que les choses ne deviennent plus difficiles. S'il vous plaît, ne laissez pas l'orgueil transformer cela en un problème familial plus important. Appelez-nous afin que nous puissions régler cela en privé. Je l'ai lu 2 fois et j'ai senti un petit rire amer monter dans ma poitrine. Aider, judicieux, orgueil, privé. Elle le faisait toujours, enveloppant toujours la cruauté dans des mots propres. Puis j'ai remarqué une phrase vers la fin qui m'a fait me redresser. Il y a aussi des questions financières liées à cela qui vous affectent plus que vous seul maintenant. J'ai tendu le téléphone à Hélène. Lis cette ligne, ai-je dit. Elle l'a fait, puis m'a regardé. Qu'est-ce que cela signifie? Je savais déjà, ou du moins je craignais de le savoir. Cela signifiait que ce n'était jamais seulement une question de me vouloir dans une maison plus petite. Le lendemain matin, Arthur est venu au cottage lui-même. Il est arrivé avec du café, des papiers et le visage fatigué d'un homme qui avait passé la moitié de la nuit à passer des appels. Il m'a dit que la société de stockage avait resserré l'accès et ajouté des instructions écrites à mon dossier. Il m'a également dit que Daniel avait appelé son bureau 3 fois avant 8 heures du matin. Il veut une réunion, a dit Arthur, avec moi, avec nous deux. Il dit qu'il y a des conséquences financières majeures à ce que vous avez fait. Mon estomac s'est glacé. Quel genre de conséquences? Arthur a ouvert son dossier et a glissé une feuille de papier sur la table. C'était une copie d'une demande de prêt commercial. Le nom de Daniel y figurait. Celui de Mélissa aussi. Et sous la section listant les actifs liés au soutien familial et au soutien attendu, il y avait une ligne qui m'a hérissé la peau. Liquidité projetée de la transition de propriété familiale. Je l'ai fixé. La voix d'Arthur est restée calme. Carole, je crois que Daniel et Mélissa comptaient sur les bénéfices ou le contrôle lié à votre maison dans le cadre d'un mouvement financier plus large. Peut-être pas directement cette semaine. Peut-être pas encore en votre nom, mais suffisamment pour que votre vente ait perturbé quelque chose qu'ils avaient déjà mis en marche. J'ai levé les yeux lentement. Quel genre de mouvement? Un investissement dans un restaurant, a-t-il dit. Haut de gamme, très coûteux. Ils essayaient d'entrer dans une entreprise hôtelière avec un autre couple. Il y a ici des promesses de soutien en capital qu'ils n'avaient pas réellement. Hélène a cligné des yeux, incrédule. Ils ont promis de l'argent basé sur sa maison. Arthur a hoché la tête une fois. C'est exactement ce qu'ils ont fait. La pièce est devenue silencieuse. Enfin, tout prenait un sens terriblement logique. L'Europe n'était pas seulement un voyage d'anniversaire. C'était une célébration. La pression n'était pas seulement de l'impatience. C'était du timing. Le discours sur la fiducie, l'angle de la sécurité, la pression pour déménager. La façon dont Mélissa parlait de simplifier les choses, l'expression « tout a été ruiné ». Tout cela pointait vers la même horrible vérité. Ils avaient déjà commencé à construire un avenir en utilisant de l'argent qui n'était pas le leur. Ma boue, mes maisons, ma vie. Et quand j'ai vendu la maison moi-même et que j'ai sécurisé les fonds, je n'ai pas seulement blessé leurs sentiments. J'ai brisé leurs plans. Hélène s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. C'est diabolique, a-t-elle dit. C'est purement diabolique.
Je suis restée assise parce que mes jambes se sentaient faibles, non plus de surprise, mais d'un chagrin si profond qu'il en devenait presque physique. Daniel ne m'avait pas seulement appelé un fardeau. Il m'avait discrètement placé à l'intérieur d'un calcul commercial. Arthur s'est penché vers moi. J'ai besoin que vous décidiez si vous voulez le rencontrer. Je ne vous conseille pas de le faire seul, et je ne vous conseille pas de le faire à moins que vous ne soyez prête à ce qu'il nie, déforme et vous blâme éventuellement. J'ai pensé à Daniel à 10 ans m'apportant des pissenlits du jardin. Daniel à 17 ans suppliant d'emprunter la voiture. Daniel à 29 ans pleurant après les funérailles de Franck et promettant qu'il prendrait soin de moi un jour. Puis j'ai pensé au message vocal. C'est un fardeau. J'ai levé le menton. Je le rencontrerai, ai-je dit, mais pas parce qu'il le mérite. Parce que j'ai besoin d'entendre jusqu'où il est prêt à mentir. La réunion a eu lieu cet après-midi-là au bureau d'Arthur. Je portais un simple pull bleu et les boucles d'oreilles en perles que Franck m'avait offertes pour notre 30e anniversaire. Je ne sais pas pourquoi cela importait, seulement que cela importait. Peut-être avais-je besoin de quelque chose de ma vieille vie pour me rappeler qui j'étais avant tout cela. Hélène est venue aussi, bien qu'elle ait attendu dans la pièce d'entrée avec la réceptionniste. Quand Daniel est entré, il avait l'air de ne pas avoir dormi. Sa chemise était froissée. Son visage était pâle sous son bronzage d'Europe. Mélissa est entrée derrière lui, raide et belle et froide comme du verre. Pendant une seconde, les yeux de Daniel se sont adoucis en me voyant, et j'ai presque détesté cela plus que la colère parce que cela me rappelait à quel point il est facile pour l'amour de se confondre avec l'espoir. « Maman » a-t-il commencé. Arthur a levé la main. « Nous sommes ici pour discuter des faits. » La mâchoire de Daniel s'est serrée. « Bien, les faits. Vous avez vendu votre maison sans me le dire. Vous avez transféré des actifs sans avertissement. Vous avez disparu. Puis vous avez laissé une note dramatique comme si nous étions des criminels. » Mélissa a ajouté, très contrôlée, cela a créé une grave crise personnelle et financière. Je les ai regardés tous les deux. Personnelle pour qui, ai-je demandé. Financière pour qui? Daniel a frotté sa main sur sa bouche. Maman, vous ne comprenez pas tout ce qui était en marche. J'ai maintenu son regard. Alors expliquez-le-moi. Il a regardé Mélissa. Elle l'a regardé. Ni l'un ni l'autre ne voulait le dire en premier. Arthur l'a fait. Vous semblez avoir représenté un accès anticipé à la propriété de Carole comme faisant partie d'une position d'investissement, a-t-il dit, sans droit légal ni consentement confirmé. Mélissa s'est redressée. Ce n'est pas une description juste. Est-ce inexact, a demandé Arthur. Elle n'a pas répondu. Daniel a finalement parlé trop vite. Ce n'était pas comme ça. Nous anticipions. Nous savions que la maison devrait être vendue un jour. Nous essayions de construire quelque chose de plus grand pour la famille, une entreprise, une vraie opportunité. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. Pour la famille? Oui, a-t-il dit rapidement. Oui, vous le transformez en quelque chose de laid parce que vous avez entendu une conversation privée hors contexte. Hors contexte? J'ai failli rire. Alors, j'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture. Sa propre voix a rempli la pièce. C'est un fardeau, Mel. Elle ne le voit pas, mais elle l'est. Nous avons mis nos vies en suspens assez longtemps. Personne n'a bougé. Le silence après ces mots était pire que des cris. Le visage de Daniel s'est vidé de sa couleur. Mélissa avait l'air furieuse, pas honteuse. Furieuse. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai posé le téléphone. Puis j'ai parlé aussi calmement que possible. Maintenant, expliquez le contexte. Daniel a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Arthur a ensuite glissé les emails imprimés sur la table. Alors, expliquez-les. Mélissa s'est levée brusquement. C'est du harcèlement. Non, ai-je dit, c'est la vérité. Elle m'a alors regardé avec une vraie haine, toute politesse disparue. Vous n'aviez pas le droit de détruire notre avenir à cause d'un malentendu, a-t-elle claqué. Je me suis levé à mon tour. Votre avenir était bâti sur mon silence. C'était votre erreur. Daniel avait l'air anéanti maintenant, mais pas brisé de la manière dont j'avais besoin. Pas assez désolé, pas assez honnête.
Il continuait de s'accrocher au même terrain fragile. Maman, nous allions prendre soin de vous. Nous avions juste besoin de structure. Nous avions besoin que les choses soient réglées. Je l'ai fixé et j'ai finalement dit la chose qui vivait comme une pierre en moi depuis le message vocal. Tu n'essayais pas de prendre soin de moi, Daniel. Tu essayais de prendre le contrôle de moi. Il a tressailli. Pendant une seconde, j'ai vu la honte. Une vraie honte. Mais elle a disparu presque aussitôt, remplacée par la panique. Puis il a dit quelque chose qui a changé la pièce. Vous ne comprenez pas combien d'argent est en jeu. Si les investisseurs se retirent, nous perdons tout. La voix d'Arthur est devenue tranchante. Que voulez-vous dire par tout? Daniel a dégluti difficilement. Je veux dire, nous avons utilisé des financements relais, des garanties personnelles, des engagements à court terme. Nous nous attendions à les couvrir après la transition de la propriété. Mon sang s'est glacé. Combien, ai-je demandé? Il a regardé la table. Daniel, ai-je répété, plus fort cette fois. Combien? Quand il a répondu, Hélène a halté depuis la porte parce qu'elle était entrée sans que nous ne la remarquions. C'était 320 000 $. La pièce a basculé autour de moi parce que ce n'était pas juste de l'espoir. C'était un désastre. Et avant même que je puisse reprendre mon souffle, Mélissa a dit la chose la plus glaçante de toutes. Si vous n'aidez pas à arranger ça maintenant, ils vont s'en prendre à nous. Et à l'expression de son visage, j'ai su qu'elle ne parlait pas d'une banque. Tout mon corps s'est glacé. Pendant une longue seconde, personne dans ce bureau n'a bougé. Arthur restait très immobile. Hélène avait une main pressée sur sa poitrine. Daniel regardait la table comme un garçon attendant une punition. Mélissa était la seule à se tenir encore droite, mais je pouvais voir la panique dans ses yeux maintenant. Une vraie panique, celle qui vient quand le contrôle est perdu et que la peur montre enfin ses crocs. Je l'ai regardé attentivement. Que voulez-vous dire, ai-je demandé. Quand vous dites qu'ils vont s'en prendre à vous, Mélissa a pressé ses lèvres ensemble. Arthur a répondu avant qu'elle ne puisse esquiver. Vous devez être très clair, a-t-il dit. Qui est-il? Daniel a exhalé un petit souffle brisé et a frotté ses deux mains sur son visage. Les investisseurs, a-t-il dit. Quel genre d'investisseurs, a demandé Arthur. Des partenaires de restaurants, a dit Daniel trop vite. Des bailleurs de fonds privés. Mélissa a claqué. Arrête de le dire comme ça. Comme quoi, ai-je dit, comme la vérité. Elle s'est tournée vers moi, colère et peur mélangées. Vous trouvez ça drôle parce que vous avez eu votre vengeance, a-t-elle dit. Mais vous n'avez aucune idée de la pression que nous avons subie. Vengeance. Ce mot a piqué non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'elle le disait comme si je les avais blessés par sport, comme si je n'avais pas passé des semaines à être acculé dans mon propre chagrin, comme si je n'avais pas entendu mon propre fils m'appeler un fardeau. Arthur a croisé les mains. La pression ne justifie pas la fraude, a-t-il dit. Personne n'a parlé de fraude, a riposté Mélissa. Arthur a glissé le document de prêt et les emails imprimés plus près d'elle. Vous avez représenté un accès prévu à la propriété et à des liquidités qui ne vous appartenaient pas. Vous avez bâti des engagements sur une prétendue transition de parents âgés qui n'avaient pas eu lieu et n'avaient pas été approuvés. Ce n'est pas un malentendu. C'est un problème juridique grave. Daniel a fermé les yeux. J'ai murmuré, qu'avez-vous fait? Il m'a regardé alors, et pour la première fois depuis qu'il était entré dans cette pièce, j'ai vu quelque chose de réel en lui. Pas seulement la panique, la honte, la peur, l'épuisement, le visage d'un homme qui avait couru si loin dans un mensonge qu'il ne savait plus comment en sortir. Il a parlé doucement. L'année dernière, le cousin de Mélissa, Ryan, nous a introduits dans une affaire, un nouveau groupe de restaurants, des endroits haut de gamme à Chicago, Atlanta, peut-être Dallas plus tard. Il a dit que si nous agissions vite, nous pourrions entrer tôt et tripler notre argent en quelques années. Je ne voulais pas le manquer. Nous étions déjà à sec à cause de la maison que nous avions achetée, des voitures, des dépôts de voyage, tout. Mais il a dit que l'argent relais nous soutiendrait jusqu'à ce que le financement plus important soit débloqué. J'ai posé la question suivante simplement. Et d'où était censé venir ce financement plus important? Daniel a dégluti. De ce que nous attendions après votre déménagement. La pièce est redevenue silencieuse.
Pas ce que vous espériez. Pas ce qui pourrait arriver un jour. Ce que vous attendiez. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose se briser plus profondément que la colère. J'avais élevé cet homme. J'avais pansé ses genoux, payé ses études, été à son chevet à l'hôpital, l'avait tenu après un chagrin d'amour, enterré son père avec lui, et quelque part en cours de route, il avait appris à regarder ma vie non pas comme la mienne, mais comme un transfert différé. Hélène a commencé à pleurer doucement dans l'embrasure de la porte. Daniel a continué à parler, peut-être parce qu'une fois que la vérité commence à sortir, elle ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Ryan a dit que les investisseurs voulaient de la confiance. Il a dit qu'il voulait la preuve que nous avions des garanties et de la stabilité, alors nous avons utilisé un soutien projeté. Puis les coûts ont augmenté. Puis l'Europe a été réservée parce que Melissa a dit que si nous nous retirions maintenant, cela aurait mauvaise allure et ruinerait les relations. Puis la première date limite s'est rapprochée et nous avions besoin de preuves de capital. Je pensais que si nous passions cette phase une fois que vous auriez accepté de vendre et de réduire la taille, tout irait de nouveau bien. Je l'ai fixé. Tu as bâti un rêve d'entreprise sur ma mort et tu as appelé ça de la planification. Maman, a-t-il dit, brisé maintenant. Non. Oui, ai-je dit, parce que c'est ce que c'était. Tu n'attendais pas mon choix. Tu attendais ton tour. Melissa est intervenue rapidement. Ce n'est pas juste. Nous allions nous assurer que vous étiez à l'aise. Je me suis tourné vers elle. À l'aise où? Elle n'a rien dit. Dans un joli petit endroit que vous aviez choisi pendant que vous dépensiez ma maison dans votre tête. Son visage s'est durci. Vous aviez plus que ce dont vous aviez besoin. Arthur a coupé court sèchement. Ça suffit. Mais ce n'était pas suffisant. Pas pour moi. Pas pour les années de pression souriante. Pas pour le message vocal. Pas pour le post-it indiquant à mon fils comment simuler mon déclin. Pas pour le vol silencieux caché derrière des expressions comme « aide » et « structure ». Je me suis rassis car mes jambes se sentaient faibles. Alors parle-moi de Ryan, ai-je dit. Daniel a hésité trop longtemps. La voix d'Arthur a changé, plus dure, plus froide. Dis-lui maintenant. Daniel a hoché la tête une fois. Ryan est le cousin de Melissa. Il a monté l'affaire. Il connaît des gens qui déplacent l'argent rapidement, pas des banques, principalement des groupes privés, des investisseurs à court terme. Il a dit qu'il n'aimait pas les retards. Ils s'attendent à des résultats. Melissa a finalement perdu complètement son ton poli. Parce que le retard coûte de l'argent, Carole, du vrai argent. Comprenez-vous que nous ne parlons pas d'un ego blessé? Nous parlons de gens qui ont avancé des fonds et s'attendent à être remboursés. Arthur l'a regardé droit dans les yeux. Alors vous avez besoin d'un avocat indépendant, pas de l'argent de Carole. Melissa a ri une fois, amèrement et fortement. Il n'y aura pas de temps pour ça si Ryan perd le contrôle. J'ai eu un frisson à ces mots. Perd le contrôle. C'était pire qu'un investissement stupide. Ça avait des dents. Arthur a mis fin à la réunion 10 minutes plus tard. Il a dit à Daniel et Melissa que tout contact futur avec moi devait passer par lui. Il leur a dit que toute tentative d'accéder à mon stockage, à mes fonds ou à ma localisation serait documentée et poursuivie. Il leur a dit de partir. Daniel s'est levé, mais n'a pas bougé tout de suite. Il m'a regardé comme s'il voulait parler comme mon fils à nouveau, pas comme l'homme du message vocal, mais il avait trop attendu. Certaines chances n'existent qu'avant la blessure, pas après. Maman, a-t-il dit doucement. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. J'ai soutenu son regard. Mais tu l'as laissé faire. Il a baissé la tête et est sorti. Melissa a fait une pause à la porte. Elle m'a regardé avec fureur et désespoir et quelque chose d'autre aussi. Quelque chose de proche du blâme. Quand ça empirera, a-t-elle dit, souviens-toi, tu as eu une chance d'aider. Puis elle est partie. Arthur a immédiatement passé 2 appels depuis son bureau. L'un à un ami avocat qui s'occupait des crimes financiers et des litiges de dette à haut risque. L'autre à un consultant en sécurité qu'il connaissait par l'intermédiaire d'un ancien client. Entendre ces mots à voix haute m'a serré l'estomac. Consultant en sécurité. Crime financier. Dans quoi ma famille s'était-elle fourrée? Hélène est revenue au cottage avec moi. Mais la route semblait différente maintenant. Avant,
je croyais me battre pour la dignité et la sécurité. Maintenant, je comprenais que je me tenais aussi entre des gens désespérés et un plan en train de s'effondrer. Cela rendait tout plus dangereux. Au cottage, je me suis assise sur le porche, enveloppée dans une couverture, tandis que le soir se rafraîchissait autour du lac. Hélène préparait de la soupe à l'intérieur, principalement pour occuper ses mains. J'entendais doucement les casseroles tinter à travers la moustiquaire. Je ne cessais de me repasser une phrase dans la tête. Si vous n'aidez pas à arranger ça maintenant, ils vont s'en prendre à nous. Il existe de nombreuses sortes de peurs. La peur de ne pas être aimé, la peur d'être seul, la peur de perdre ce que vous avez construit. Mais il en existe une autre aussi. Celle qui vient quand vous réalisez que les mauvais choix d'autres personnes peuvent déborder sur votre vie, que vous les ayez invités ou non. Arthur a appelé juste après le coucher du soleil. Carole, a-t-il dit, je dois vous dire quelque chose clairement. Vous n'êtes pas légalement lié à leur investissement d'après ce que j'ai vu. C'est bien. Mais s'ils ont utilisé votre nom, votre propriété ou vos gains attendus dans des assurances écrites, il pourrait y avoir de vilaines retombées. Cela ne signifie pas de responsabilité. Cela signifie du bruit, de la pression, peut-être de l'intimidation. J'ai fermé les yeux. Que dois-je faire? Restez où vous êtes ce soir. Demain matin, je veux que vous veniez à mon bureau à nouveau. Il y a des papiers que je veux que vous signiez. Et il y a quelqu'un que je veux que vous rencontriez. Qui? Une femme nommée Dana Mercer. Elle travaillait auparavant dans les enquêtes financières. Elle est maintenant consultante sur les litiges de fraude privée et la protection d'actifs. Je pense que vous avez besoin d'une image plus claire de ce à quoi Daniel et Melissa pourraient être confrontés et si cela peut vous toucher. Après avoir raccroché, j'ai tout raconté à Hélène. Elle avait l'air malade. Carole, a-t-elle murmuré. C'est comme une de ces terribles histoires à la télé. Non, ai-je dit, c'est pire parce que c'est réel. Cette nuit-là, j'ai rêvé de ma vieille maison. Dans le rêve, les pièces étaient à nouveau pleines, mais chaque tiroir contenait les notes de quelqu'un d'autre. Chaque cadre photo avait son verre retiré, et la porte d'entrée ne restait pas fermée, peu importe à quel point je la poussais. Je me suis réveillé avant l'aube, le cœur battant. À 9h le lendemain matin, Dana Mercer nous a rejoints au bureau d'Arthur. Elle avait une 50aine d'années, des mèches argentées dans ses cheveux foncés et des yeux qui ne manquaient rien. Elle a lu les papiers, écouté le message vocal, scanné la copie du prêt, puis a posé des questions calmes et précises. Daniel avait-il déjà eu accès à mes comptes en ligne? Non, plus maintenant. Avais-je signé quelque chose récemment sous la pression familiale? Non. Mon nom était-il apparu sur des documents hôteliers? Pas à ma connaissance. Quelqu'un d'autre que Daniel et Melissa avait-il parlé ouvertement de ma maison avant le voyage? Seulement dans des bavardages familiaux vagues. Dana s'est penchée en arrière. Ma supposition, a-t-elle dit, est que votre fils et votre belle-fille ont vendu une certitude qu'ils n'avaient pas. Ils ont probablement dit à leur partenaire que votre transition était pratiquement décidée, que votre propriété serait bientôt liquidée et que le soutien familial couvrirait leur exposition. Lorsque vous avez vendu indépendamment et bloqué les bénéfices, la fondation de leur promesse a disparu. Arthur a hoché la tête. Cela correspond à mon analyse. Dana a continué. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas d'abord un procès. C'est la panique. Les gens sous stress financier font des choses imprudentes, surtout lorsqu'ils se sentent humiliés et piégés. La menace sur l'unité de stockage compte. La tentative de contester votre aptitude mentale compte. Le langage de ces emails compte. Je lui ai posé la question que je portais toute la nuit. Peuvent-ils m'utiliser maintenant pour se sauver, a-t-elle répondu sans douceur. Ils peuvent essayer. Puis elle a sorti un petit bloc-notes et a écrit 3 noms. Ryan Keller, a-t-elle dit, tapant le premier, c'est le cousin de Melissa. J'ai fait une petite recherche de fond ce matin à partir des registres publics et des registres commerciaux. Il est lié à plusieurs entreprises ayant échoué et à au moins 2 litiges civils pour fausses déclarations d'investisseurs. Rien qui prouve un crime en soi, mais suffisant pour susciter des inquiétudes. Elle a tapé le deuxième nom. Victor Lagne. Il apparaît sur l'une des entités de financement liées au projet de restaurant. Opérateur discret, difficile à cerner, utilise des réseaux de capital privé à court terme. Puis le troisième, Marina Crest Holdings,
une coquille vide superposée à deux autres entreprises. Structure désordonnée qui signifie souvent vitesse, secret, ou les deux. Hélène semblait complètement perdue. En langage simple, a-t-elle dit, qu'est-ce que cela signifie? Dana a croisé les mains. Cela signifie que Daniel et Mélissa ont peut-être conclu un accord avec des personnes qui se soucient plus de l'argent qui circule vite que de la propreté des papiers ou de l'éthique familiale. Cela signifie que lorsque leur plan a échoué, ils n'avaient probablement aucun moyen sûr d'expliquer pourquoi. Et cela signifie que si quelqu'un croit que Carole était censée faire partie de la solution, ils peuvent frapper à la mauvaise porte. Ma poitrine s'est serrée. Alors que dois-je faire? Restez prudente, a dit Dana. Dites la vérité. Documentez tout et ne sauvez pas les adultes d'un incendie qu'ils ont allumé avec vos meubles. Cette phrase aurait dû me faire sourire. Au lieu de cela, j'ai failli pleurer parce que c'était là, simple et dur. Le choix contre lequel je luttais depuis le début. Chaque mère veut sauver son enfant, même de leur propre folie. Mais les sauver signifie parfois nourrir la pourriture même qui les a ruinés. Vers midi, alors que nous étions encore au bureau d'Arthur, Daniel a rappelé. Arthur a mis le téléphone sur haut-parleur seulement après avoir demandé si je le voulais. J'ai hoché la tête. La voix de Daniel est arrivée, rauque et rapide. Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Ryan est ici. Il veut la preuve que les fonds de la vente de la maison sont toujours disponibles sous une forme quelconque. Il dit que si je ne peux pas montrer de mouvement d'ici demain, tout explose. J'ai senti toute ma colonne vertébrale se raidir. Arthur a répondu, pas moi. Carole ne participera à aucune discussion financière. Daniel l'a ignoré. Maman, s'il te plaît. Juste une lettre, juste quelque chose disant que vous avez l'intention d'aider plus tard. Ça me fait gagner du temps. L'expression de Dana n'a pas changé. Mais je pouvais sentir l'air dans la pièce s'aiguiser. J'ai finalement parlé. Avez-vous dit à ces gens que mon argent était le vôtre? Silence. Daniel, ai-je répété. L'avez-vous fait? Sa réponse est sortie brisée. J'ai dit que le soutien familial était sécurisé. C'était suffisant. Non, ai-je dit, pas plus. Puis il a prononcé la phrase qui a fait halter Hélène. Si je n'arrange pas ça, Ryan dit que Mélissa pourrait être entraînée dans des déclarations qu'elle a signées. Il dit que les gens demandent déjà où vous êtes. Arthur a coupé l'appel immédiatement. La pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis Dana s'est levée. Nous devons agir plus vite maintenant. Pourquoi, ai-je demandé. Parce qu'une fois que les gens désespérés commencent à demander où vous êtes, a-t-elle dit, ils ne sont plus seulement à la poursuite de l'argent. Ils sont à la poursuite de l'accès. Arthur a arrangé pour que je passe la nuit ailleurs, pas au cottage. Dana voulait l'imprévisibilité. Hélène détestait cette idée car elle voulait que je sois près d'elle, mais Arthur a insisté. Il a dit que le secret à court terme importait plus que le confort. Donc, en fin d'après-midi, j'étais dans une petite suite d'invités au-dessus du bureau d'un ami pasteur à l'autre bout de la ville, un endroit que seulement 4 personnes connaissaient. Le pasteur était un veuf que Frank avait aidé il y a des années lors d'un projet de réparation de toit. Il m'a accueilli avec une gentillesse tranquille et n'a posé aucune question. La pièce était simple, un lit étroit, une lampe, une Bible sur la table, une seule fenêtre donnant sur une rangée d'arbres. J'aurais dû m'y sentir en sécurité. Au lieu de cela, j'avais l'impression que toute ma vie était devenue méconnaissable. À 19h ce soir-là, alors que j'étais assise sur le lit, essayant de boire du thé d'une main ferme, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Puis j'ai vu le texte. Madame Mitchell, c'est Ryan Keller. Nous devons éclaircir un malentendu avant que d'autres personnes ne le rendent désagréable. Appelez-moi maintenant. Mon sang s'est glacé. Avant même que je puisse décider quoi faire, un autre message est arrivé. Vous devriez savoir que votre fils a essayé de vous protéger. Cette option s'estompe. J'ai immédiatement transféré les 2 messages à Arthur et Dana. Puis un 3e message est arrivé, et celui-ci m'a coupé le souffle. Joli bureau d'église, endroit calme. Pendant une seconde de malaise, je n'ai pas pu bouger parce que cela signifiait une chose. Quelqu'un savait exactement où j'étais. Pendant un instant, je ne sentais même plus mes mains. Le téléphone a failli glisser de mes doigts sur le petit lit.
Tout mon corps est devenu froid, puis chaud, puis de nouveau froid. Joli bureau d'église, endroit calme. Quelqu'un savait où j'étais. J'ai verrouillé la porte aussitôt, bien que je savais qu'une serrure n'aide que peu quand la peur est déjà entrée dans la pièce. Puis je me suis reculé de la fenêtre, j'ai fermé le rideau et je me suis tenu au milieu de la pièce en essayant de respirer. Mon téléphone a sonné presque immédiatement. C'était Dana. Ne répondez à aucun appel inconnu, a-t-elle dit. Arthur est en route avec la police locale. Restez à l'intérieur. Restez loin des fenêtres. J'ai dégluti difficilement. Comment a-t-il pu savoir où je suis? Nous ne savons pas encore, a-t-elle dit. Mais nous allons le découvrir. Restez calme. Restez calme. Les gens disent ça quand le calme est la seule chose que vous n'avez pas. Je me suis assise sur le bord du lit et je me suis forcé à écouter chaque son. Une voiture qui passait dehors, une branche qui frottait le côté du bâtiment, mon propre souffle. J'avais déjà vécu des pertes. J'avais enterré mon mari. J'avais survécu à la maladie et au chagrin et à la lente douleur de vieillir sans l'homme qui me tenait la main dans les moments difficiles. Mais cette peur était différente. Cette peur venait d'une trahison assez proche pour savoir où me chercher. 10 minutes plus tard, on a frappé. Madame Mitchell, c'est Arthur. Je n'ai jamais été aussi soulagé d'entendre une voix de ma vie. Quand j'ai ouvert la porte, Arthur se tenait là avec Dana, le pasteur et 2 officiers de la police locale. Les officiers étaient respectueux et calmes. Ils ont pris mon téléphone, photographié les messages et posé des questions prudentes. Dana est restée à côté de moi pendant que je répondais. Arthur a parlé doucement avec le pasteur dans le couloir. Puis un des officiers est revenu avec un détail qui m'a retourné l'estomac. Un SUV sombre avait été vu sur la route près du parking de la chapelle 2 fois ce soir-là. Il était parti avant leur arrivée. Cela signifiait que le message n'était pas aléatoire. Quelqu'un s'était probablement approché suffisamment pour confirmer l'emplacement. Dana m'a regardé fixement. « Carole, j'ai besoin que vous m'écoutiez. C'est de l'intimidation. Peut-être rien de plus, mais l'intimidation est toujours grave et elle nous dit quelque chose d'important. » Quoi? Elle n'a pas adouci ses propos. Ils ont peur. Arthur est ensuite rentré dans la pièce et a dit que la police voulait que je déménage à nouveau pour la nuit, cette fois dans un endroit officiel. Un petit hôtel sous un nom différent avec des patrouilles à proximité. J'ai presque ri de la bizarrerie de ma vie. Un mois plus tôt, mon plus grand problème était de savoir si mes roses survivraient à un gel tardif. Maintenant, on me déplaçait comme un témoin dans une de ces séries policières dont Frank se moquait que je regarde. À l'hôtel, je n'ai pas beaucoup dormi. Juste après minuit, Hélène a appelé en pleurant. Daniel était de nouveau passé chez elle, seul cette fois. Pas en colère, pas en criant, brisé. Il n'arrêtait pas de dire qu'il avait tout gâché, a-t-elle murmuré. Il a dit que Mélissa était chez son cousin Ryan. Il a dit que les gens appelaient sans arrêt. Il m'a demandé si je savais où tu étais. Je lui ai dit non. Puis il est resté assis dans sa voiture dehors pendant 20 minutes, la tête sur le volant. J'ai fermé les yeux. A-t-il dit autre chose? Hélène a hésité. Il a dit, je ne savais pas que ça irait aussi loin. Cette phrase est restée gravée en moi toute la nuit. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Tant de tragédies commencent là. Un pas égoïste, puis un autre, puis un autre. Un mensonge raconté pour faciliter les choses. Un deuxième mensonge pour protéger le premier. Un plan cruel déguisé en préoccupation familiale. Au moment où la vérité arrive, le chemin du retour a disparu. Le lendemain matin, les choses ont évolué rapidement. Dana et Arthur avaient passé une partie de la nuit à creuser plus profondément dans le désordre de l'investissement. À 9 heures, ils en savaient plus. Ryan Keller utilisait Daniel et Mélissa comme des visages respectables dans une affaire hôtelière fragile qui s'effondrait déjà. Il avait besoin de nouvelles preuves d'argent familial pour calmer les autres bailleurs de fonds. Daniel et Mélissa avaient promis que ma maison serait bientôt vendue et que les bénéfices libéreraient un soutien. Lorsque je l'ai vendue moi-même et que j'ai tout verrouillé, Ryan s'est retrouvé exposé, et les hommes exposés deviennent souvent dangereux. Puis vint l'appel que personne n'attendait. Daniel voulait tout abandonner. Pas à la police, pas exactement, mais à la vérité. Il a demandé une dernière réunion,
cette fois dans la salle de conférence du poste de police, avec des avocats présents. Arthur m'a dit que je n'étais pas obligé d'y aller. Dana a dit, je devrais probablement y aller parce que si Daniel était enfin prêt à dire toute la vérité, cela pourrait mettre fin à tout cela avant que ça ne devienne plus laid. J'y suis allé. Daniel avait l'air d'avoir 20 ans de plus quand je l'ai vu cet après-midi-là. Ses épaules étaient voûtées. Ses yeux étaient gonflés et rouges. Il ne ressemblait pas à l'homme qui était rentré d'Europe, tordant la clé de ma porte d'entrée avec colère. Il ressemblait à quelqu'un qui se tenait dans les ruines de ses propres choix. Mélissa était là aussi, mais elle ne voulait pas me regarder. Ses cheveux soignés étaient tirés trop fort. Ses mains continuaient de trembler sur ses genoux. Ryan n'était pas là. Cela m'en a dit beaucoup. La réunion a duré près de 3 heures. Cette fois, Daniel ne s'est pas caché. Il a admis que lui et Mélissa avaient promis un soutien qu'ils n'avaient pas. Il a admis qu'ils avaient utilisé mon déménagement attendu, ma vente attendue et mon déclin supposé comme faisant partie du tableau qu'ils avaient peint. Il a admis que Ryan les avait poussés à faire en sorte que cela semble certain. Il a admis que Mélissa avait écrit la note sur l'angle de la sécurité. Il a admis qu'il avait laissé le message vocal par accident et que l'entendre m'avait forcé à bouger avant qu'il ne puisse me faire signer quoi que ce soit. Le plus douloureux de tout, il a admis pourquoi il avait dit « fardeau ». J'ai besoin que vous sachiez, m'a-t-il dit, la voix tremblante. Je ne parlais pas de prendre soin de vous. Je parlais de me sentir piégé parce que nous avions construit tout notre plan autour d'argent que nous n'avions pas réellement. J'étais en colère contre moi-même, contre la pression, contre tout. Mais j'ai dit fardeau parce qu'une partie de moi avait commencé à vous voir comme l'obstacle entre moi et la résolution de mon désordre. Et c'est la vérité la plus laide que j'ai jamais dite. Je me suis assise très immobile. Parfois, la vérité ne vous fait pas vous sentir mieux. Parfois, elle ne fait qu'enlever le dernier mensonge. Mélissa a finalement parlé et sa voix s'est brisée. Je l'ai poussée. Elle a dit, je l'ai fait. Je n'arrêtais pas de dire que votre maison résoudrait tout. Je n'arrêtais pas de dire que vous aviez plus que ce qu'il fallait et que nous aussi méritions une chance. Je me disais que nous ne faisions qu'accélérer quelque chose qui finirait par arriver. Mais ensuite, tout est devenu plus grand et plus effrayant, et j'ai continué parce que je ne voulais pas admettre que j'avais tort. La police et les avocats n'ont arrêté personne ce jour-là, mais des déclarations ont été recueillies. Des dossiers ont été copiés. Dana a expliqué plus tard qu'une grande partie de la bataille à venir serait civile et financière, pas une scène de menottes dramatique à minuit. Ryan et d'autres feraient l'objet d'un examen minutieux. Daniel et Mélissa subiraient des conséquences. Il y aurait des dettes, des procès, de l'humiliation et des années de reconstruction s'ils avaient de la chance. Mais rien de tout cela n'avait autant d'importance pour moi que le moment suivant. Quand tout le monde est sorti pour une pause, Daniel m'a regardé et a commencé à pleurer comme un enfant. « Maman, a-t-il dit, je suis tellement désolé. J'aimerais pouvoir vous dire. » Je me suis précipité pour le serrer dans mes bras. Je ne l'ai pas fait. L'amour était toujours là. Oui, l'amour d'une mère ne disparaît pas juste parce qu'il est blessé. Mais la confiance n'était pas là, et la confiance ne peut pas être invoquée par les larmes. Alors je lui ai dit la vérité aussi. Je crois que tu es désolé maintenant. Mais tu n'étais pas désolé quand tu planifiais mon avenir sans moi. Tu n'étais pas désolé quand tu m'as appelé un fardeau. Tu n'étais pas désolé quand tu as essayé de prendre le contrôle en me faisant paraître faible. Le regret compte, Daniel, mais il n'efface pas ce que tu es devenu en poursuivant ce que tu voulais. Il s'est couvert le visage et a hoché la tête. Puis j'ai dit la chose la plus difficile. Je te pardonne suffisamment pour laisser la haine s'arrêter ici. Mais je ne te fais pas assez confiance pour laisser la vie revenir à ce qu'elle était. Cela l'a brisé et peut-être aurait-il dû, car le pardon n'est pas la même chose que la restauration. Les enfants et les adultes doivent tous apprendre cela. Au cours des 2 mois suivants, tout a changé. Ryan a disparu de l'affaire du restaurant et a refait surface plus tard par l'intermédiaire d'avocats. Le projet s'est effondré. Plusieurs investisseurs se sont retournés les uns contre les autres. Daniel et Mélissa ont vendu leur propre maison à perte. Leurs photos d'Europe ont disparu des réseaux sociaux. Leur brillant avenir avait été bâti sur du sable, et la marée a finalement monté. Quant à moi, je ne suis pas retourné à la vie que j'avais auparavant. Je ne le pouvais pas. Cette maison était partie, et d'une étrange manière,
j'en suis heureuse. Elle avait contenu trop de douleur à la fin. Au lieu de cela, j'ai acheté une maison plus petite près du lac, un seul étage avec des volets bleus et un petit porche pour le thé du matin. Je l'ai meublé lentement avec les choses que j'aimais le plus. La chaise de Franck près de la fenêtre. La courte pointe de ma mère au pied du lit. La photo de Daniel, petit garçon, pêchant avec son père. Oui, même celle-là. L'amour et la douleur peuvent vivre dans la même pièce. Cela fait partie de l'être humain. Hélène me rend visite souvent. Nous rions davantage maintenant. Peut-être parce que nous avons appris à quelle vitesse la vie peut changer. J'ai rejoint un club de lecture. J'ai planté des herbes. Je dors mieux. Pas parfaitement, mais mieux. Daniel m'a écrit des lettres pendant longtemps avant que j'accepte de le revoir. De vraies lettres, pas des textes soignés, pas de petits messages prudents façonnés par Mélissa. Des lettres honnêtes. Dans celle-ci, il a admis la cupidité, la peur, l'orgueil et la lâcheté. Il n'a pas demandé d'argent. Il n'a pas demandé à être secouru. Il a seulement demandé une chance, un jour, de prouver qu'il pouvait devenir un homme meilleur que celui du message vocal. Peut-être le fera-t-il. C'est peut-être son travail maintenant. Mélissa et moi n'avons parlé que 2 fois depuis. Elle s'est excusée, bien que même dans ses excuses, je pouvais encore entendre sa lutte pour se défaire de l'image et du contrôle. Je ne la hais pas, mais je garde mes distances. Certaines portes peuvent se rouvrir lentement. D'autres restent fermées pour la paix. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, elle est simple. N'ignorez pas la petite voix en vous lorsque quelque chose ne va pas. Même si les personnes qui vous sourient sont de la famille, le silence n'est pas toujours de la gentillesse. Parfois, le silence est la douce couverture qui permet au mauvais comportement de se développer dans l'obscurité. Parlez plus tôt. Protégez-vous plus tôt. Aimez les gens, oui, mais ne leur tendez pas le stylo pour qu'ils écrivent votre vie à votre place. Et si cette histoire vous a touché le cœur, si vous avez déjà été blessé par quelqu'un qui aurait dû mieux vous aimer, restez avec moi. Laissez vos pensées ci-dessous car des histoires comme celle-ci nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Et souvenez-vous de ceci aussi. Être gentil ne signifie pas être faible. Parfois, la chose la plus courageuse qu'une femme silencieuse puisse faire est de verrouiller la porte, de reprendre la clé et de choisir elle-même. La dernière fois que j'ai vu Daniel cette année-là, il se tenait sur mon nouveau Porsche, tenant un sac en papier de plants de tomates pour mon petit jardin. Il avait l'air plus âgé, plus humble, plus petit en quelque sorte. Non pas parce que la vie l'avait écrasé, mais parce que la vérité l'avait fait. Il a jeté un coup d'œil au volet bleu, à la balançoire du Porsche, au pot de fleurs, puis à moi. « Cet endroit vous convient ?» a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. « Oui, il me convient. » Il a dégluti et a demandé « Êtes-vous heureuse ici ?» J'ai regardé au-delà de lui le lac scintillant à travers les arbres et j'ai pensé à la femme que j'avais été avant le message vocal. La femme qui maintenait la paix en se diminuant. La femme qui pensait que la seule endurance était une vertu. J'avais profondément aimé alors. Mais je ne m'étais pas suffisamment protégé. Maintenant je savais mieux. Je suis paisible ici, ai-je dit, et cela, à mon âge, est encore mieux que d'être heureuse. Puis j'ai pris les plants de tomates de ses mains, et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti l'avenir s'ouvrir sans peur.